Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Simon C. Vaillancourt, qui est réalisateur du documentaire La vie devant moi. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet design urbain et santé mentale. Notre invité en deuxième demi, Dominique Dubois, est du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'accueille mon invité, Simon C. Vaillancourt. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du documentaire, le beau documentaire La vie devant moi, qu'on a pu voir, qui a été présenté à Radio-Canada, qui est disponible aussi, je pense, encore. Sur tout.tv, bien sûr. Tout.tv, exactement. Parlez-nous donc justement du documentaire, les gens qui ne l'auraient pas vu et qui n'en auraient pas entendu parler. Comment on peut le décrire? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des jeunes qui sont en rémission, en fait des adolescents qui sont en rémission du cancer dans des aventures thérapeutiques. On les a suivis pendant quelques jours dans les aventures thérapeutiques, mais on les a suivis pendant une année, en fait, dans leur vie quotidienne aussi pour voir comment ils vivaient leur rémission. Il faut dire que le documentaire, je pense que ça s'est fait aussi sur plusieurs années. Exactement. Quand même, sur plusieurs années, c'est pas rien. Ça m'étonne toujours, le documentaire, contrairement aux films. Tu sais, les films ont un budget, puis il faut que ça rentre dans tant de mois, puis des grosses productions, tout ça, mais on a l'impression que le documentaire a plus de latitude. Est-ce que c'est votre opinion aussi? Complètement, puis c'est ce que j'adore du documentaire, c'est que si on a, par exemple, je dis n'importe quoi, on a 10 jours de tournage, ben, si tu fais 10 jours un après l'autre ou 10 jours à 3 ans d'intervalle, ça coûte quand même 10 jours de tournage. Ouais. Donc, c'est le luxe qu'on a en documentaire de pouvoir souvent répartir. Puis d'ailleurs, c'est ça, les premiers intervenants qu'on a rencontrés, c'était en 2017, on en a rencontré en 2019, il y a eu d'autres tournages à différents moments en 2018, en 2020. Donc, c'est un documentaire qui s'est fait sur plusieurs années. Puis c'est ce qui donne, je pense, la richesse, entre autres. Effectivement, on sent qu'il y a comme une profondeur. Tout ça, mais qui ou comment est née l'idée, en fait, de ça? Parce que de suivre des jeunes, d'abord de suivre des jeunes, mais qui ont un cancer ou qui en ont eu un, puis tout le côté émotionnel, parce que dans le fond, ici, on parle de santé mentale à l'émission, mais je pense qu'on a beaucoup ça dans le documentaire. Donc, comment l'idée est née? J'avais présenté en 2017 un documentaire qui s'appelait Stanley Volant de Compostelle à Coudjouac, qui est peut-être encore sur tout.tv, ça je sais pas, je pourrais pas vous dire. On a présenté ça au Festival de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue et un des personnages qui était dans le film nous a dit au lendemain de la présentation, écoutez, j'aurais un sujet de documentaire pour vous à la Fondation sur la pointe des pieds. Ben c'est ça. On fait des expéditions thérapeutiques pour des ados atteints de cancer et tout de suite, on s'est dit, qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Sujet, complètement. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Puis c'est effectivement, on le voit dans le documentaire, je l'ai vu, moi, justement, puis j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un très bon documentaire. Là. Vraiment, j'aime le style documentaire en partant, mais je trouve que ce documentaire-là est un rythme, quand même, un bon rythme, en même temps assez lent pour qu'on puisse absorber l'ambiance et tout ça. Puis ce que je trouve, personnellement, le documentaire, je trouve qu'il est troublant et réconfortant à la fois. C'est un peu drôle parce qu'on a l'impression d'abord, c'est émouvant, mais en même temps, c'est réconfortant. Il y a quelque chose vous savez qu'il y a comme une boucle qui se fait. Il y a une boucle, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez faire quand vous avez réalisé le documentaire. Ben, en fait, c'est certain qu'on ne voulait pas faire quelque chose de larmoyant, puis les jeunes qu'on a rencontrés n'étaient pas du tout là-dedans. Ils sont résilients, ils sont forts, c'est assez incroyable. Je vous dirais que souvent, après une entrevue, moi, je leur demandais, peux-tu te faire un câlin? Merci pour ce que... Oui, merci pour ce que tu viens de m'apprendre. Tu as quelques décennies de moins que moi et tu viens de m'en apprendre. C'est des jeunes qui ont une résilience puis qui ont une maturité. Veut pas, quand on affronte des épreuves dans la vie qui nous rapprochent de la mort, on gagne en maturité assez rapidement et ces jeunes-là mordent dans la vie et voient demain. Puis, tout en étant conscient que tout n'est pas rose bonbon non plus, là. Les jeunes ont peur de la rechute. La rechute peut arriver n'importe quand. C'est pas parce qu'ils sont en rémission que tout est réglé. Mais c'est fascinant de voir ces jeunes-là. Puis c'est justement le ton qu'on voulait donner. On voulait que ça soit
empreint d'espoir. Sans cacher la réalité, mais sans devenir... on ne veut pas trop en mettre, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des enjeux, mais on montre quand même le côté qui est plus positif de la chose. Oui, vous parlez d'enjeux, entre autres, dans les choses qu'on a abordées, c'est avec les jeunes femmes, quand ils apprennent qu'ils ont le cancer, ils ont beau avoir 16 ans, 17 ans, on dit « Tu veux-tu des enfants? » « Ah, t'as peu, j'ai 16 ans, là, je veux-tu des enfants? Je le sais pas. » Ben, c'est parce qu'il faudrait qu'on te congèle des ovules tout de suite, là. Puis avant même de faire de la chimio, il faut qu'on te congèle des ovules. Wow, les méchantes décisions à prendre. Puis, c'est ça, on a différentes intervenantes qui nous en ont parlé. Il y en a qui ont choisi de le faire, d'autres pas parce que ça retardait la chimio de 2-3 semaines. Mais à 16 ans, te faire demander si tu veux des enfants. Puis bon, quand vous dites que c'est le ton est parfois... c'est ça, évidemment, ça c'est du côté des filles, mais du côté du gars, ben lui, s'il veut un enfant, c'est pas très compliqué. Il va dans une petite chambre noire avec une éprouvette et lui, il va avoir des enfants au congélateur bien facilement. C'est vrai, effectivement. Quand j'ai vu le documentaire, je me suis posé la question, en fait, j'ai l'impression qu'on se préoccupe pas de la santé mentale des gens quand ils sont atteints de cancer. Je ne sais pas si c'est une perception, mais dans ce documentaire-là, j'ai comme senti qu'on s'occupait de la santé mentale. Parce que le cancer a une presse depuis toujours, puis on entend parler beaucoup et tout ça. Mais il me semble que la santé mentale est souvent laissée de côté. Complètement. Parce que, puis, je veux dire, on comprend dans le sens où, quand ta vie est en danger, on commence par essayer de la sauver. Puis donc, la médecine va sauver le corps. Et quand la médecine a sauvé le corps, elle fait check, merci, bonsoir, on t'a sauvé, t'es un grand gagnant, merci, bonsoir, retourne chez toi. Puis, il y a une personne qui m'avait sorti... c'est pas quelqu'un qui est dans le documentaire, mais c'est une jeune qui a passé à travers toutes les mêmes épreuves. Et elle me disait, pour bien comprendre où on est, quand on nous dit que t'es guéri, t'as plus le cancer, c'est un peu comme un cessez-le-feu après une guerre. Quand il y a un cessez-le-feu, non, il n'y a plus de bombes qui tombent, mais il y a des villes entières qui sont détruites. Il y a un paquet de choses qui sont détruites partout. Il y a des angles qui sont écorchés. Complètement. Et elle me disait, moi, ça m'a pris des semaines et des mois à me rendre compte, il y a cette partie de moi cette partie-là de moi qui est morte. Il y a cette partie de moi qui est endommagée et j'avais pas vu ça. Donc, les expéditions, pourquoi on appelle ça expédition thérapeutique? C'est qu'on amène des jeunes dans le bois ensemble et c'est des gens qui ont tous vécu la même chose. Donc, contrairement à dans leur entourage où quand un ado dit « j'ai le cancer », tout le monde fait « oh, pauvre toi ». Et les gens ne savent pas quoi dire. Et puis quand ils sont passés à travers une chimio, ils sont complètement à terre, personne ne les comprend parce que personne n'a vécu ça. Alors, dans ces expéditions-là, tout le monde est passé à travers la même chose. C'était drôle de les voir... autour du feu le soir, puis dire « Ah, t'as-tu pris ça? Moi, j'ai ça. » Puis « Hey, moi, c'est ça que ça me faisait comme effet. » Puis ils partaient à rire, tu sais, puis ils se comptaient, là. Parce que c'est ça, ils se comprennent très bien. Mais c'est vrai que des gens qui n'ont pas connu ça, ne savent pas trop comment. C'est toujours délicat, on se sent toujours un petit peu... je sais pas si c'est de la pudeur ou quoi, mais on a toujours l'impression qu'on veut pas déranger ou dire la mauvaise chose à la personne. Puis ça vient comme démystifier la chose. Tu sais, je trouve qu'il y a des sujets qu'on doit, même André Robitaille, qui pose beaucoup de questions dans le documentaire, puis on a l'impression que les jeunes se confient à lui beaucoup, réussit à leur poser des questions quand même directes, puis ils répondent directement. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça, les gens sont surpris qu'André a réussi à avoir des échanges comme ça, mais les jeunes étaient tellement contents de pouvoir parler de ce qu'ils vivaient sans filtre et sans devoir s'expliquer ou sans faire pitié. Et puis... Ils oublient peut-être les caméras aussi dans cet environnement-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ils sortaient de leur isolement. Donc, c'est ça qui était fou de voir. Puis, donc, ça, c'est le côté social, sortir de l'isolement. Puis le côté aussi physique, faire de l'exercice et se réapproprier leur corps. C'est fascinant de voir qu'au début de l'expédition, André, quelque chose qu'il a vécu au moment où on s'apprêtait à faire une entrevue, la caméra ne roulait pas encore, mais il est allé chercher une participante, puis il lui a dit « Rania, viens-t'en, il faut faire ton entrevue ». Puis elle est partie à courir vers André. Puis André, il a dit « Rania, tu viens de courir ». Hey, c'est vrai. Elle avait de la misère à marcher quelques jours plus tôt. Elle allait très lentement, mais là, il y a comme eu un gain de vitalité assez incroyable pendant ces jours-là. Ça leur donne un boost, ces jeunes-là. Là. C'est fou à voir. C'est beau. Justement, le camp, je pense, a une belle raison d'être, justement, parce que ça permet peut-être de reconnecter les gens, effectivement, sur ça. Est-ce que dans l'équipe, que ce soit vous comme réalisateur, André Robitaille ou d'autres personnes, est-ce que ça vous a fait cheminer sur la maladie, sur la santé mentale, quand on ça, sur le nombre de mois que vous avez fait, peut-être vous étiez déjà sensibilisé, mais est-ce que ça vous a amené peut-être ailleurs?
Ben, comme je vous dis, ça nous en a appris. Puis ce que je vois, c'est qu'il faut pas avoir peur de parler. Faut pas, les gens ont une espèce de tabou, on sait pas quoi dire, on n'abordera pas la question. Puis même, je dirais plus loin que ça, même au niveau de la mort, c'est important d'en parler. Puis bon, suite au documentaire, quelques mois après, il y a une de nos participantes qui est décédée. Puis on est resté en contact avec la mère. Puis je vous dirais qu'une des choses que moi que j'ai appris, c'est qu'on ne sait plus comment dealer la mort. Donc, on fait comme si ça n'existait pas. Souvent, les gens vont dire, on va avoir le réflexe, bon, ben, telle personne, son enfant est décédé, j'y en parlerai plus. Ouais. Puis il y a une mère qui m'avait dit, si tu m'en parles plus, c'est comme si mon enfant n'avait jamais existé. Et moi, j'ai envie qu'il continue à exister. Oui, parlez-moi-en, puis si à un moment donné, moi, ça ne fait pas, je vais vous le dire. Mais retenez-vous pas de parler. Mais le premier réflexe des gens, c'est ça, on a l'impression qu'on va déranger, tu sais, puis c'est ça, c'est des gens qui sont dans cette situation-là, souvent qui vont se dire, non, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est juste, comme vous dites, ça dépend de la personne. Si elle se sent bien pour parler de ça, ben, faut y aller simplement, je pense que c'est tout simplement ça. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est beau, effectivement, la mort a comme été évacuée de notre société. Souvent, on a l'impression qu'on ne mourra jamais, puis que c'est pour les autres, puis, mais tu sais, quand ça arrive, souvent, c'est rapide. Puis, effectivement, la participante que vous parlez était en plus très, très intéressante dans le documentaire. Donc, c'est encore plus touchant, je pense, même pour les autres participants. Là, ils en parlaient dans le documentaire, là, justement. Mais en même temps, c'est bon d'en parler parce qu'il faut vivre les émotions. C'est un peu ça. Là. Complètement, c'est ça. Parce que quand on parle de rechute, c'est que cette jeune femme-là a eu une rechute et en est décédée. Les autres, pour l'instant, vont tous bien. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut revenir. Mais ça fait que ces jeunes-là aussi mordent dans la vie, puis ils savent que ça pourrait se terminer n'importe quand. On ne souhaite pas ça à personne, mais parfois, c'est des prises de conscience qui arrivent. C'est comme une autre des participantes dans le film qui disait qu'une fois où elle était à l'hôpital, puis elle avait l'impression qu'elle allait mourir, elle a fait ses adieux à sa famille, tout ça, puis André lui demandait « Mais à quoi on pense quand on pense qu'on va mourir? » Elle dit « On pense à notre famille, à nos amis, à ceux qu'on aime. » À remercier tout le monde. À remercier tout le monde. Est-ce qu'on y reste peut-être une minute, est-ce que les jeunes qui ont participé au documentaire, comment ils se sont vus? Est-ce qu'ils ont aimé le résultat? Est-ce qu'ils ont été surpris peut-être de ce que ça donne? Vraiment. On a eu le privilège que le film soit présenté au Festival de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue à l'automne dernier. Ouais. Et puis, tous les jeunes ont vu le film. On les a fait une projection privée avant, mais après ça, ils sont allés à la grande première et sont montés sur scène à la fin de la projection. Tout le monde était tellement bien. Quand on dit, leur vie était étalée comme ça, mais ils se sentaient bien. Les gens étaient contents d'être là, les jeunes étaient contents de se revoir. D'avoir participé à ça, parce que c'est quelque chose qui reste. Un documentaire, c'est ça la beauté, c'est que dans 20 ans, on va le revoir, puis c'est ce que j'aime du documentaire. Souvent, les films aussi, souvent c'est ça, mais le documentaire particulièrement, il y a comme un portrait d'une problématique, d'une époque, puis c'est toujours intéressant. Et comment on peut le voir? Donc, on peut, je pense, sur tout.tv. Oui, il est disponible sur tout.tv. Donc, il faut chercher donc La vie devant moi. La vie devant moi, présenté par André Robitaille. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, Simon Sévaillancourt, merci beaucoup. Vous êtes réalisateur, puis bonne longue vie, en fait, au documentaire. Puis merci beaucoup. À une prochaine. Ça fut un plaisir. Merci, au revoir. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, design urbain et santé mentale. Oui, parce que les urbanistes, les architectes s'attardent de plus en plus au fil des ans avec la santé mentale. Ah ouais? Avec la santé mentale des habitants et ce qu'ils dessinent. Parce qu'il y a un lien étroit maintenant, on le sait, c'est maintenant vérifié que le design urbain influence négativement au mieux. Ou positivement, oui, la vie des gens. C'est une bonne nouvelle. Exactement, oui. Alors, j'ai pris ce que je voulais aujourd'hui sur Internet dans un article qui s'appelle « Comment les architectes minimisent le stress urbain ». J'ai pris ça sur le site smarthomemaking.com. C'est vrai que le design urbain, même ce qu'on peut voir, que ce soit ici, on est ici à Montréal, quand tu vois des rues du Vieux-Montréal, par exemple, il y a un design qui est vraiment beau. Là, oui. C'est sûr qu'il y a un effet bénéfique sur la santé. Oui. Ah oui, on le sait maintenant, comme je te disais tantôt. Oui. Ouais. C'est un article écrit par un monsieur Simon Jenkins,
qui est auteur et columniste britannique et qui s'intéresse à la question. Alors, ce monsieur Jenkins commence en nous disant « Le stress urbain, est-ce réel? Si tel est le cas, comment les architectes peuvent-ils minimiser leurs effets avec leur conception? » Les experts disent que nous devons nous préparer à un monde plus urbanisé et donc plus déprimé. Il semble que les architectes doivent non seulement concevoir des maisons modernes, fonctionnelles et écologiques, mais également s'intéresser à la santé mentale dans le monde. Alors, comment la vie urbaine se reflète-t-elle en ce domaine? Certains aimeront peut-être vivre la vie dans une grande ville, tandis que d'autres rêveront à un rythme suburbain plus lent. Ouais. Moi-même, personnellement, moi, je suis un gars de la ville. Je suis né en ville. J'aime aller à la campagne, à l'occasion, en dehors de la ville, comme bien des gens, mais j'ai besoin de revenir à la ville. Mais en même temps, tu n'as peut-être pas besoin d'un milieu trop stressant, parce qu'en ville, il y a plusieurs milieux. Il y a des milieux de vie qui sont plus tranquilles que d'autres, si on veut. Non, c'est pas parfait à la ville, mais moi, c'est mon monde. Oui, c'est ça. puis t'es un vrai citadin. Oui, puis l'été... Moi aussi, d'ailleurs. L'été, il fait plus chaud. En fait, c'est plus humide. Oui, c'est ça. Il y a même des odeurs désagréables, des fois, dans les ruelles. Oui. Ça, c'est quelque chose ça fait partie de la beauté, si on veut, entre guillemets, de Montréal. Oui. Ouais. Alors que la population mondiale croît à un rythme alarmant, nous nous retrouvons dans des quartiers beaucoup plus serrés que jamais. Les constructeurs construisent des maisons côte à côte avec de petites aires de timbres-poste et aucune intimité. Cela ne peut certainement pas être une vie idéale et c'est l'une des principales causes du stress. Les humains se sentent naturellement menacés et enfermés lorsqu'ils perçoivent un manque d'espace. Que peuvent faire les architectes pour minimiser ces contraintes? Comment peuvent-ils modifier leur conception pour qu'une haute densité donne l'impression de logements ouverts et aérés? Ouais. C'est pas évident, tu vas dire. Non, c'est ça, mais c'est la clé quand même, parce que c'est vrai que le design peut faire complètement la différence. Là. Des tours qui nous disent rien puis qui sont oppressantes, il n'y a rien de pire. Là. Oui. Alors, selon un article de LSE Cities, c'est un centre de recherche basé à Londres, on souligne qu'il existe une différence entre la densité et l'encombrement. L'étude suppose que c'est l'encombrement qui entraîne le stress urbain plutôt que la densité. Ils estiment que même les zones les plus denses peuvent être conçues de manière à ne pas être encombrées. En fait, la vie à haute densité présente même des avantages tels que l'accessibilité aux installations et une utilisation plus efficace des terres. Avec une planification appropriée, les architectes peuvent concevoir des zones urbaines d'une manière qui peut être dense, mais qui ne donne pas l'impression d'être surpeuplée en concevant des communautés avec des espaces ouverts et des systèmes de parcs entremêlés dans une vie urbaine animée. Ouais. C'est ça qui est le défi. Ben oui, puis c'est pour ça que des fois, on voyage ou on voit des endroits qui sont bien conçus, ça parle de soi. Souvent, on se dit, il y a quelqu'un qui a bien travaillé là-dessus, là, effectivement. Oui. Prenons par exemple Central Park à New York. Parmi la vie trépidante et agitée de cette ville se trouve l'un des plus beaux systèmes de parcs. Central Park offre un refuge mental avec ses vastes espaces verts, offrant aux citadins un lieu de détente et de paix dans un environnement naturel. Mais tu sais que Central Park, le même concepteur, c'est celui qui a aménagé le Mont-Royal. Hein? C'est le même concepteur que Central Park. Oui, mais j'ai déjà appris ça. Ouais. Mais je dois t'avouer que je ne suis jamais allé à New York. Il faudrait que j'aille voir ça de près, si tu veux. Essentiellement, les espaces verts offrent un espace pour l'exercice, un espace pour expérimenter la nature, un espace pour restaurer le corps, l'esprit et l'âme, et un espace pour une interaction sociale calme. Les espaces verts sont une nécessité et devraient être inclus dans tous les plans des architectes et urbanistes. Et en passant, j'ai jamais entendu un New-Yorkais se plaindre de Central Park. Non, au contraire. Là, je pense que c'est un très grand bénéfice pour les New-Yorkais, effectivement. Ouais, et c'est apprécié par eux. Oui. Certaines villes n'ont pas établi de zone pour les espaces verts et il semble qu'il n'y ait plus de place pour créer ces systèmes de parcs ou ces zones de loisirs. Cela a amené les architectes à devenir inventifs avec des espaces déjà existants tels que les toits en les transformant en espaces verts, en jardin et en zone de loisirs. Et en passant aussi, on peut voir sur Internet, si on se promène, des photos
d'habitation en tours très élevés. Ouais. Je dirais plus en Asie et en Extrême-Orient, où sur chaque étage, ou presque, on voit beaucoup de verdure, donc beaucoup de jardins en hauteur, et c'est assez saisissant à voir. C'est très utile d'avoir de la verdure, effectivement. Oui. Alors, il me reste 10 secondes, alors je vais m'arrêter ici, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, on continue ça à l'Espresso allongé, design urbain et santé mentale. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission, Dominique Dubois est notre invité. Il est du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet design urbain et santé mentale. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Dominique Dubois. Bonjour, M. Dubois. Bonjour. Bonjour, vous bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes agent à la recherche et à la rédaction au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Alors, bienvenue à Folie douce. Merci. Merci, donc merci d'être là. On va présenter le regroupement parce que ça fait quand même longtemps que le regroupement existe. Vous y êtes depuis quelques temps. Donc, comment on peut définir ce que c'est le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec? Ben, le regroupement, en fait, ça existe depuis une quarantaine d'années. Ouais. C'est une centaine de ressources presque dans toutes les régions du Québec. Oui. Puis c'est sûr que moi, j'ai un point de vue un peu particulier parce que ça fait une année que je suis là. Fait que j'ai pas nécessairement... Je suis arrivé en pleine COVID au regroupement. Fait que j'ai pas nécessairement un regard... je suis pas allé dans les ressources tant que ça. Puis, mais dans ces ressources-là, en fait, c'est des lieux d'accueil pour des personnes qui ont des difficultés en santé mentale. Ouais. C'est des lieux d'entraide. Donc, il y a des pratiques en lien avec l'entraide qui prennent place dans ces ressources-là. Et c'est très présent, le regroupement. On vous voit dans les médias régulièrement, de façon quand même régulière, là, pour dénoncer des choses, ou en tout cas annoncer des choses, mais vous avez quand même un côté qui est, on dirait, il y a une certaine époque où les regroupements, on a l'impression que c'était souvent revendicateur, tout ça. C'est pas que c'est pas le cas, mais vous avez une façon de montrer qui est quand même... intéressante pour faire passer le message auprès de la population, ce qui est bien là, pour faire améliorer la perception sur la santé mentale. Oui, ben, c'est sûr que je dirais qu'on a un point de vue critique sur le biomédical. Ouais. Donc, il y a quand même une action sociopolitique qui se fait en lien avec ça. Mais effectivement, c'est pas juste là de parler de santé mentale. C'est aussi, je pense qu'il y a un enjeu de transformation sociale en arrière de tout ça. Ouais. C'est pas juste de faire de la place pour la santé mentale. C'est vraiment que les personnes puissent devenir aussi des citoyens, des citoyennes dans la société, des acteurs à part entière. Exactement. Donc, ça a beaucoup évolué aussi, je pense, au courant des années. On a l'impression que le monde de la santé mentale a comme maturé parce qu'il y a une époque où c'était... c'était bien, mais je veux dire, il y avait souvent des affrontements, ou en tout cas, alors que là, on a l'impression qu'il y a peut-être une meilleure collaboration, ou en tout cas avec les outils technologiques, ça nous permet aussi de plus passer les messages, peut-être que ce que ça pouvait être dans le passé. Mais c'est intéressant, ouais. Votre rôle, donc, c'est agent à la recherche et à la rédaction. C'est important dans le fond, pouvez-vous peut-être nous définir votre rôle, parce que j'imagine que c'est important de documenter les choses, de savoir de quoi on parle, si on veut. C'est un peu ça, j'imagine? Oui, ben, c'est ça. En fait, mon rôle, moi, c'est... En gros, là, le mandat, c'est de faire une veille informationnelle sur, je dirais, les pratiques en santé mentale en général, mais surtout les pratiques en santé mentale un peu qui se démarquent par leur esprit critique, si on veut, sur le point de vue médical, mais aussi qui proposent un peu des alternatives. Là. Ça s'appelle pas toujours des alternatives parce que c'est un mot qui est plus québécois, si on veut, mais c'est un peu d'aller chercher en France, en Europe, qu'est-ce qui se fait un peu de différent, qu'est-ce qu'il y a comme structure d'accueil, qu'est-ce qu'il y a comme moyen aussi de transformer la société. C'est une bonne façon, souvent, de comment on veut s'améliorer, c'est justement de voir les bonnes pratiques, puis de voir comment on peut... et probablement, de leur côté, ils font la même chose. Les gens, c'est ça la beauté, c'est d'essayer peut-être de se transmettre des bonnes pratiques pour bien réussir le message et tout ça. Si on parlait, il y a plusieurs... je pense qu'il y a des outils qui ont été pensés justement pour aider à mieux, justement, faire rayonner un peu tous ces enjeux et surtout
les démystifications puis les préventions là, à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut parler comme outil? Parmi les outils qu'on a développés, il y a le podcast, c'est un projet qu'on a depuis avril 2021. OK. Puis ce podcast-là, en fait, c'est un projet que moi, j'avais un peu envie de faire un podcast parce que je trouve que c'est un moyen intéressant. Comme la radio, là, c'est un autre moyen de passer l'information. Là. Puis c'est un moyen qui passe pas par la lecture parce que souvent, la lecture, c'est pas tout le monde qui est en mesure de lire. Des fois, on a moins en moins le temps. On est tellement bombardé par toutes sortes d'informations que d'écouter et de faire d'autres choses, ça peut être intéressant en podcast. Ça. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi une manière, en fait, de donner la voix à ce qui est un peu dans l'ombre de la société, ou à des personnes qui, malheureusement, sont dans l'ombre un peu de la société, parce que, évidemment, quand on vit avec des difficultés en santé mentale, c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus dans les médias. Ouais. Fait que c'est une manière un peu aussi de redonner la voix. C'est une manière aussi de... Ma collègue dit que ce podcast-là, c'est un moment intime, en fait. C'est un moment de partage avec les auditeurs, mais un peu dans le confort de leur salon, pour aborder des questions qui sont un peu complexes des fois, mais de véhiculer un peu, d'amener l'alternative dans le salon des gens un peu. Et le podcast, c'est essentiellement vous qui le préparez, c'est ça? Avec des invités, j'imagine? On a des invités. Jusqu'à maintenant, on a eu des invités qui sont venus nous parler des pratiques dans les ressources. Par exemple, on a un épisode qui parle de l'entraide. On a eu des témoignages aussi des gens qui ont vécu une hospitalisation, puis les difficultés qui viennent à ça. Puis c'était très intéressant parce que celui-là, entre autres, ça permettait de voir en fait comment le système de santé au Québec veut notre bien en général, mais que quand on veut notre bien, mais c'est pas toujours en fait au profit de la personne. Là. Il y a aussi des souffrances qui peuvent venir avec ça, puis que le système de santé, des fois, je vais prendre une expression qu'on a au regroupement, mais peut blesser plus qu'il soigne, là. Donc, ça permet aussi de faire entendre ces messages-là qui sont très peu entendus, je trouve, dans l'espace public. Là. Et ça reste que c'est critique, mais en même temps, c'est positif parce que ça fait évoluer les pensées, finalement. C'est ça. Puis, des fois, on peut peut-être plus dire vocalement des choses que, tu sais, comme on pourrait l'écrire, mais ça prendrait peut-être plus d'espace, puis il faudrait préciser, alors que souvent, quand on parle, ça reste que c'est plus rapide peut-être à faire passer le message. Oui, exactement. Puis, je pense aussi que l'alternative, pour moi, en tout cas, c'est un projet de société magnifique. Qui est peut-être pas assez connu au Québec. Ça fait 40 ans que ça existe. C'est très connu à l'intérieur de l'alternative, mais pour moi, c'est ça. C'est que le podcast, ça permet aussi de faire connaître ce projet de société-là parce que oui, c'est des pratiques en santé mentale, mais c'est aussi une valeur, c'est des valeurs, pardon, c'est aussi une philosophie. Ouais. C'est important pour moi que cette philosophie-là puisse rayonner le plus possible parce que je pense que c'est comme un outil de transformation sociale, là, de répandre un peu cette information-là. Puis, c'est un super beau projet. Puis vous aviez un autre outil, je pense, qu'on parlait avant d'entrer en ondes. Oui, ça s'appelle le Quoi voir. Comme je vous disais, c'est un peu comme un infolettre qui dirait pas son nom. C'est un document, en fait, qui est publié une fois par mois, où c'est un peu le résultat de ma veille informationnelle. Il y a une collègue qui aime bien que je le présente comme ça. Là. C'est comme si je faisais une grande marche sur Internet, puis que je mettais des choses dans mon sac à dos un peu, puis que là, le quoi voir. On déballe le tout. Oui, c'est ça. On déballe le sac à dos. Les meilleurs trouvailles à travers le bois. Dans ça, il y a de la recherche, mais il y a aussi des gens qui font des témoignages. Je pense à une des vidéos qu'on trouve dans un des quoi voir. C'est quelqu'un qui présente un peu son point de vue sur la santé mentale. Puis on présente aussi beaucoup de groupes, parce qu'il y a beaucoup de groupes, comme je disais, qui font de l'alternative, mais qui s'appellent autrement en France, en Europe, en Belgique, en Suisse. Donc, on présente ces groupes-là un peu pour faire connaître ça. Puis... Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont originales, si on parle par rapport au Québec, selon vos recherches, est-ce que vous avez vu souvent on s'inspire d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des choses qui ressortent qu'on pourrait dire aux auditeurs? Mais je pense qu'au Québec, vous avez eu un invité qui est venu en parler. Je pense que c'est la GAM, entre autres, la gestion autonome de la médication, qui part du regroupement avec d'autres groupes. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est quand même une pratique qui se démarque. Puis c'est aussi une pratique, je dirais, qui a commencé à avoir aussi de l'influence ailleurs, parce qu'on est en contact avec un groupe en Belgique où ils se sont un peu inspirés de ce qu'on fait avec la GAM au Québec pour avoir une démarche similaire, puis avoir une réflexion sur la médication, sur la qualité de vie en lien avec la médication. Ouais. Et avant d'être au regroupement, Dominique, donc vous êtes à la recherche et à la rédaction, est-ce que vous étiez impliqué dans d'autres organisations ou c'est une première expérience au niveau d'aider justement les gens? C'est une première expérience dans le communautaire, mais avant, moi, en fait, j'étais étudiant en sociologie pendant
très longtemps, trop longtemps. Ouais. Puis je travaillais justement sur... j'ai travaillé à beaucoup de projets de recherche sur les pratiques en santé mentale. OK. C'est intéressant, ça amène aussi de peut-être une façon de voir différente, parce qu'il y a un renouvellement, évidemment. Je pense que ça semble dynamique, le regroupement. Je ne sais pas combien ça regroupe d'employés. Mais en ce moment, on est 6 employés avec un stagiaire. Oui, c'est ça. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Puis c'est ça le but, en fait, de se renouveler, tout ça. Donc, et il y a eu un événement, je pense, comme à chaque année, je pense, à l'automne, je pense qu'il y a toujours un événement. Est-ce qu'on peut parler de la dernière édition? Comment ça s'appelle, en fait? Ça s'appelle la Journée de l'alternative. C'est en lien avec la Journée de la santé mentale qui a lieu à chaque année le 10 octobre partout. Puis la Journée de l'alternative, en fait, c'est un moment un peu où l'alternative se célèbre, mais essaie de se faire connaître aussi, prend la place dans l'espace public. Puis cette année, le thème, c'était des lieux et des liens. C'est des lieux qui nous font du bien, des liens qui nous font du bien. C'est pas pour faire de la promotion, mais il y a un épisode de podcast un peu aussi qui peut... Puis on va donner, évidemment, tantôt, vers la fin, on donnera les façons d'écouter le podcast et toutes les informations. Ouais. Mais ça a été, je pense, un succès. Puis votre but aussi, c'est peut-être de se renouveler d'automne en automne, dans le fond, parce que c'est une belle période pour le lancer. Les gens, des fois, sont plus... attentifs, là, la saison est bien repartie, puis les gens ont leurs habitudes, donc c'est de trouver c'est quelle sorte de... Je ne sais pas si vous récoltez peut-être les réactions. Est-ce qu'il y a des bonnes réactions en général sur ce genre de... moi, c'est la deuxième journée de l'alternative que je faisais. L'année passée, c'était tout petit, COVID oblige. Exact. Cette année, c'était plus gros, puis je dirais COVID oblige aussi. C'était comme un événement très festif, là, parce que c'était l'occasion de se retrouver dans un lieu public. On était dans un parc. Il y avait une température extraordinaire, mais il y avait aussi une ambiance extraordinaire. Il y avait l'ambiance magique de l'alternative. Là, il y a une année, je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu une année où il y avait plein de mots des phrases, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y avait des phrases de toutes sortes de gens, puis c'était vraiment démystificateur au niveau de la santé mentale. C'est ce qu'on appelle un porteur de parole. Puis cette année, il y en a eu un aussi. Cette année, il y avait plusieurs activités pendant la journée de l'alternative. On a enregistré un podcast en direct pendant la journée, mais il y avait aussi cette activité-là de porteur de parole autour de la question qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne santé mentale et en tant qu'individu et dans la société, de mémoire. Là. Il y avait aussi une ruche d'art, qui est une espèce d'atelier où les personnes pouvaient participer pour faire des créations artistiques sur le thème des lieux et des liens. Puis il y avait la conférence de presse, évidemment. Il y a eu une parade aussi, une parade tintamarre. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'activités. C'est très vivant là, comme occasion. Dans les prochains, je sais pas, dans les prochains mois, est-ce qu'il y a des plans, est-ce qu'il y a des projets, peut-être à votre niveau, sinon au niveau du regroupement, donc je ne sais pas ce qui s'en vient. Il se passe énormément de choses, mais un des gros projets sur lequel on travaille au regroupement, il y a un site Internet qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est un site Internet de partage de témoignages pour des gens qui ont fait des sevrages de médicaments. Donc, il va y avoir des témoignages vidéo sur ce site-là, mais il va aussi avoir de l'information en lien avec ça, parce que c'est un enjeu important quand même, la médication. Juste pour être vraiment très clair, le regroupement n'est pas contre la médication, mais je pense que, comme Lisa Benesti va t'inviter à en parler, on est pour une liberté de choix. Puis le sevrage ou l'arrêt des médicaments fait partie de la réalité aussi. Puis je pense que c'est important d'en parler de ce qui se passe. C'est intéressant. Pour en savoir plus sur le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qu'on appelle le RRASMQ, bien souvent, qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on tape justement le nom? Si on cherche juste une recherche RRASMQ, le premier lien qui va apparaître, c'est le site. C'est le site, puis vous êtes sur les médias sociaux, tout ça. Puis pour écouter le podcast, est-ce qu'il porte un nom, le podcast? Oui, il s'appelle L'Alternative dans les oreilles. Puis il est sur SoundCloud pour l'instant, puis sur Apple Music aussi, puis il s'en vient sur Spotify dans les prochaines semaines. Donc on cherche l'alternative? L'alternative dans les oreilles. Sur SoundCloud, ce qui marche bien aussi, c'est juste RRASMQ. On arrive. Oui, tout ça, on y arrive aussi à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Dominique Dubois, d'avoir été des nôtres. Donc, vous êtes agent à la recherche et à la rédaction au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Merci, puis bonne continuation. Merci à vous. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et Pierre, tu poursuis ton sujet design urbain et santé mentale. Donc, le design très important pour la santé mentale des gens. Oui, on le sait maintenant avec toutes les études qui ont été faites sur le sujet. C'est d'après un article que j'ai pris comme Internet, comme à l'habitude, et celui-ci s'appelle « Comment les architectes minimisent le stress urbain » d'après
un monsieur Simon Jenkins, qui est auteur et columniste britannique. C'est sur le site smarthomemaking.com. J'aime bien ces idées-là parce que je trouve à plusieurs niveaux, je trouve qu'on devrait toujours mieux travailler. Tu sais, tous les corps de métier devraient toujours comme avoir conscience de la santé des gens puis le bien-être des gens. Je trouve que ça demande un peu plus d'efforts, mais au bout de la ligne, je pense que c'est très bénéfique. Là. C'est bénéfique pour la santé, puis c'est bénéfique aussi pour les compagnies parce que les employés sont plus productifs. Oui, alors, c'est ça. Plus stimulant comme projet. Hein. Alors, ce M. Jenkins nous dit l'agriculture sur toit semble être un nouveau choix populaire. On en voit ici à Montréal. Oui, on en voit de plus en plus. Ceux qui ont des hélicoptères peuvent le constater. Oui. Alors, on nous dit, il est facile de voir pourquoi lorsqu'on examine tous les avantages de ces jardins en hauteur, tels que la récolte d'aliments biologiques cultivés localement, l'accès à des exercices sains et à des contrôles de température et de propriétés physiques et chimiques des eaux pour les bâtiments. En outre, il a été démontré que le jardinage réduit considérablement le stress et la dépression. Et comme je te disais, micro fermé, mon père, là, il est décédé depuis plusieurs années, mais il aimait cultiver son petit jardin dans notre cour parce qu'il venait de la terre. Oui. Puis ça lui faisait du bien de voir grandir ses tomates puis d'attacher ses pieds de tomates. La nature est forte. C'est ça qui nous impressionne aussi. Je pense que ça nous fait du bien de voir la nature. Ça part de rien puis ça crée... En plus, les tomates sont bonnes souvent. C'est toujours meilleur. Tes cueilles à portée de main. Les petites fèves jaunes aussi sont bonnes. Faut juste les attendre longtemps, les tomates. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Alors, on nous dit il est souvent oublié dans la conception que les gens réagissent à leur environnement. Ils ressentent un sentiment d'appartenance là où ils se sentent à l'aise. Les architectes peuvent intégrer ce sentiment dans leur conception en améliorant le flux et le fonctionnement des bâtiments grâce à des escaliers mécaniques et des modes de circulation plus efficaces, en incorporant de grandes fenêtres, de hauts plafonds et de la lumière naturelle et en créant des espaces multifonctionnels où les gens peuvent accéder à de nombreuses activités. Les gens passent la plupart de leur journée à travailler et à vivre dans de grands immeubles de bureaux et des immeubles de grande hauteur. Le design doit donc toujours tenir compte du bien-être mental. Et d'après un autre article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Angoisse sur la ville, réduire le stress urbain ». On nous dit les mêmes principes. J'ai pris ça sur le site Dommer-la-ville.com. C'est écrit par Mme Zélia Darnaud, qui est enseignante à l'école de design de Nantes Atlantique. Elle nous dit déambuler dans l'espace public d'une ville, si pour la plupart d'entre nous cela se fait naturellement, sans encombre et parfois même avec plaisir. Pour d'autres, cette même action relève du parcours du combattant, allant jusqu'à considérer l'espace public comme le lieu anxiogène par excellence. On en connaît tous, je pense, des gens qui trouvent ça anxiogène de circuler en ville, dans le centre-ville, je dirais à plus forte raison. Oui, et même les gens venant de la ville, moi aussi je suis issu de la ville, puis des fois ça devient un petit peu trop là, quand il y a beaucoup de construction puis beaucoup de trafic. Peut-être là, des fois, ça... plus pour les personnes âgées et les femmes aussi. Eux autres, il y a peut-être la peur aussi qui s'ajoute au stress, j'imagine. Mais pour beaucoup de monde, je pense que c'est ça. Oui. Alors, ces angoissés de la ville sont bien plus nombreux qu'on le croit, puisque 27% de la population mondiale est affectée par ce mal, ce qui peut sembler contradictoire avec le fait que les villes sont de plus en plus attirantes et qu'aujourd'hui, près d'un habitant de la planète sur 2 vit en ville. Alors, à quoi ce sentiment d'angoisse est-il lié? Comment cela se manifeste-t-il? Et comment peut-on imaginer avoir un rapport plus apaisé avec notre environnement urbain? Si l'on s'intéresse aux représentations de la ville dans le domaine de la peinture, on peut voir que le caractère anxiogène ressort régulièrement. C'est notamment dans l'expressionnisme allemand qu'on peut voir cette angoisse exacerbée. Par exemple, dans le tableau de Ernst Ludwig Kirchner, intitulé Potsdamer Platz, qui offre une vue de la célèbre place berlinoise. Tout est fait pour rendre le spectateur mal à l'aise face au spectacle offert par cette scène de rue. Les couleurs criardes, l'usage des formes géométriques et ces gens qui cohabitent sans jamais se croiser. Pour ces peintres, anxiété rime avec modernité.
La ville moderne étant considérée comme génératrice de stress urbain, car la ville moderne entraîne d'inéluctables dérives et un paradoxal sentiment d'isolement, alors même que nous sommes sans cesse cernés dans l'espace public. Mais comment expliquer, presque 2 siècles après la modernisation des villes qui a fait suite à la révolution industrielle, que ce sentiment d'anxiété puisse perdurer? La faute à nos modes de vie? Plus exposés au stress social, la plupart des citadins vivent seuls dans un appartement qui facilite l'anonymat des personnes vivant dans la même zone. Les citadins vivent également davantage de situations stressantes et oppressantes. Le bruit, la pollution, la densité sociale, les expériences sensorielles très fortes. Le citadin a donc tendance à se sentir plus seul, à être plus introverti et moins empathique. Pourtant, comme je te disais tantôt, Yvan, j'aime quand même la ville. Toi, ça te drive ou ça t'allume peut-être l'ambiance de la ville? En fait, je suis comme tout le monde. S'il y a trop de bruit, ou je vais en souffrir aussi. Je ne veux pas exagérer. Mais tu as besoin d'un petit peu de... J'ai besoin de cette... Tu as besoin de ce thrill. Si on veut, oui. Si l'architecture était en partie responsable de ce sentiment d'angoisse, la façon dont nous concevons la ville influence les interactions sociales. Je vous invite à aller lire la suite de cet article qui s'appelle « Angoisse sur la ville », réduire le stress urbain. Merci beaucoup, Pierre. Donc, design urbain et santé mentale. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Pierre, merci beaucoup pour la mise en onde. Bienvenue, mon cher. Et pour tes blocs espresso et allongés, où tu nous as parlé de design urbain et santé mentale. Oui. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Simon C. Vaillancourt, le réalisateur du documentaire « La vie devant moi était des nôtres », un bon documentaire qu'on a appris à mieux connaître. Notre invité en début de deuxième demi, Dominique Dubois, était du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.